Nous vous accueillons ce soir dans des conditions contraires à l'état d'esprit du Centre Jouet-Bousquet, qui depuis plus de 20 ans, vous le savez, a créé une dynamique publique autour des lectures et rencontres. Je ne m'attarderai pas sur les conditions qui nous sont imposées aujourd'hui. Cette troisième édition de la Bodega Poétique associe Centre Jouet-Bousquet, Conseil départemental de l'Aude, représenté aujourd'hui par Tamara Rivel et Jean-Noël Lioz, Carcassonne Aglo, représenté par Magali Arnaud. Nous avons le plaisir de vous accueillir, le grand plaisir, de vous accueillir au sein de cette exposition Guy Lévis-Manot, poète, éditeur, imprimeur, que nous vous invitons évidemment à parcourir, pas ce soir, mais dans les prochains jours, et ce jusqu'au 7 novembre. Elle met en scène un poète artisan du livre qui traverse le XXe siècle. Je remercie vivement ceux qui nous permettent de cheminer dans cet univers, Association et Musée Guy Lévis-Manot, Fondation Robert Arnouvin de Verchenillo, où existe une magnifique aventure, un village d'enfants, village qui est tout à la fois pédagogique, culturel, et que je vous invite à découvrir le jour où vous pourrez vous promener dans la Drôme. C'est pas si loin. Et s'ils m'entendent, puisque les miracles de la technique font que Internet permet de diffuser sur certains réseaux cette lecture ce soir, je remercie tout particulièrement Jean-Jacques Simic, Michel, Jean-Marie, Bernard Pissarro, Yves Prier, qui étaient avec nous le jour de l'inauguration. Pour ces deux lectures, nos remerciements vont au service du département qui ont œuvré, et tout particulièrement Audrey, Christian, Maxime, les techniciens son et vidéo qui nous accompagnent aujourd'hui, Valérie Claude au Centre Jouet-Bousquet. Et bien évidemment, des remerciements chaleureux à Coralie Zaonero et Vicente Pradal qui œuvrent aujourd'hui et demain dans ce climat particulier. André Chédid aurait 100 ans cette année. Long voyage, la Poste a eu l'intelligence d'éditer un magnifique timbre en hommage à André Chédid que vous pouvez acheter. Long voyage qui, de l'Égypte à la Syrie et au Liban, l'a amenée ensuite en France, où elle va être éditée pratiquement pour la première fois par Guy Lévis-Manot. Vous avez sur les murs de magnifiques extraits qu'elle a consacrés justement au travail de cet éditeur-poète, une vitrine avec ses ouvrages et ce clin d'œil émouvant pour les enfants de Vercheny, à qui elle a dédicacé ce beau recueil, Seul un visage. Alors parmi ceux qui n'ont pas lu André Chédid, je signale que vous avez aussi bien de la poésie qui a été rééditée notamment au Seuil, chez Flammarion. Vous avez des récits et nouvelles. Par exemple, ce petit recueil, Le sixième jour, si je le cite, c'est qu'un magnifique film a été réalisé par le cinéaste égyptien Youssef Chahine. Et simplement, 4 mots justement, vous allez voir pourquoi, sur le texte du 4e de couverture, qui précise le récit en question. Hassan est atteint de choléra. Alors qu'il était un enfant vigoureux, il y a encore peu de temps, chaque jour est devenu un combat. Dans cette course contre la mort, sa grand-mère, Sadika, fait un barrage contre ceux qui veulent prendre l'enfant par peur de la contagion. Car, la vieille femme le sait, s'il l'emporte, elle ne le reverra jamais. Alors il faut tenir jusqu'au 6e jour. Ce jour-là, on meurt ou bien on ressuscite. Voilà. Coralie, pour vous la présenter, mais vous la connaissez pour ceux qui fréquentent la maison, comédienne à la Comédie Française, a été accueillie ici, je tiens à le rappeler, pour une très très belle lecture consacrée à Simone Veil, pour le très beau récital de l'année dernière, Miguel et Joséphine, qui réunissait justement Coralie et Vicente Pradal. Et ce soir, pour André Chédid. 5 heures du soir, je crois que nous y sommes, vous avez en mémoire la résonance tragique de l'heure dans le poème. Ici, ce soir, à 5 heures, Jouet-Bousquet, Guy Lévis-Manot, André Chédid, Coralie, c'est la vie qui est là, c'est l'esprit poésie qui souffle. L'amitié de Guy Lévis-Manot se conquiert pierre à pierre. Mais alors, tout demeure.
certitude et rocher. Amitié et poésie sont ces deux pivots. À l'angle du boulevard Raspail, c'est la rue Huygens. Entre l'ancien cabaret le Jimmy's et des bâtiments d'école, une grille toujours ouverte. De gros pavés inégaux butent contre un mur de briques ternes qu'éclaircit une minuscule plaque en céramique blanche avec 3 lettres, GLM. Quelques pas sur la droite et soudain une petite cour rectangulaire bordée d'ateliers. Un hameau en plein Montparnasse, loin du bruit, avec un ciel planté par-dessus. Une maison minuscule pour le gardien, du laurier verdit et adoucit les façades des ateliers du fond. Quelques caisses de géranium, anémones, fuchsia, colorent le bas des vieux murs. Un enfant va, vient, entre où on l'accueille, avec une prédilection pour l'atelier de GLM. Parfois, arrivant à l'improviste, on arrive souvent à l'improviste chez GLM. Un jour d'été où sa porte reste grande ouverte, on l'aperçoit en compagnie de l'enfant, écoutant ses paroles. Cela ne fait aucun doute. L'un et l'autre se comprennent. Un certain langage leur est commun. La maison de GLM se compose de 2 ateliers. L'un sert à l'exposition des livres, caverne de trésors où s'entassent tous les ouvrages sortis de ses mains. Poète d'aujourd'hui, célèbre ou encore inconnu. Poète d'hier, poète d'ailleurs. Une somme de poésie. 2 vieilles presses, une Minerve à pédales, une petite presse à levier. Ces presses de ses débuts, maintenant en chômage, intriguent les visiteurs. Contre les rayons, les portraits des poètes de la maison. Char, Éluard, Breton, Jouve, Gisèle Prassinos, Fresnaud, Lorca, Jiménez. L'autre atelier est l'imprimerie. C'est ici que depuis 40 ans, tant d'œuvres ont pris corps. Sur des rayons, dans des casiers, sur des centaines de cartons, les compositions ficelées de pages imprimées ou qui attendent de l'être. D'autres pages sur le marbre alignent leurs milliers de têtes de plomb gravées. Partout, des épreuves de mise en page tenacement remaniées. Dans les casses, ses caractères préférés. Garamond, Baskerville, Plantin, Casselon, Bodoni attendent leur emploi. La Phénix démarrera quand le typographe sera satisfait de l'équilibre de ses blancs et de ses noirs. Ici, dans l'apparent désordre, règne un ordre secret dont lui seul possède la clé. Seul GLM pouvait être à la fois l'éditeur, le comité de lecture, le typographe, l'imprimeur, l'administrateur, le secrétaire, l'expéditeur des éditions GLM, aujourd'hui internationalement connues. Ces visiteurs, venus parfois de loin, sont abasourdis de trouver tant d'hommes en un seul. Le miracle GLM. Comment ne pas s'étonner qu'il y croit? Imprimée sur une grande feuille et affichée dans l'atelier, cette phrase de Guillaume le Taciturne. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Au plafond, la verrière vous confronte avec les humeurs du ciel. La pluie y obsède de son clapotis. Les nuages épaississent la lumière, ou bien un soleil aigu traverse et brûle l'atelier. La poignée tourne en grinçant. Guy Lévis Manot entre. Il porte une casquette, un gros chandail, un caban, les poches déformées par tous les manuscrits ou épreuves qu'il y enfouit. Il a l'œil très noir et très limpide, un regard que l'existence n'a pas usé. On pense à cette phrase de Pierre-Jean Jouve, le retrouvant lors d'une permission en 1940. Il voyait courageux et clair. GLM entre et tout se met à vivre. Les choses découvrent leur raison d'être. Dehors, le monde va vite, si vite qu'il perd parfois la notion du geste. Ici,
l'acte le plus simple retrouve signification. Pas un caractère qui ne fera l'objet d'un choix, pas une page qui ne sera composée avec ferveur, pas une décision qui ne soit soutenue par un élan. Il n'est parfois pas facile d'aborder GLM. Il se carapassonne, se fait hérisson, se fait ours. C'est un refus plutôt d'être pris au piège de l'homme de lettres, de la littérature, de la foire aux vanités. Cette poésie fait partie de sa chair, de sa vie. Il la traite avec la même pudeur que lorsqu'il s'agit de sa propre personne. Réflexe d'un orgueil suprême ? Peut-être. Il reçut le don rigoureux, peut-être que cela s'appelle aussi humilité. Il s'étonnait qu'ayant humilité assez grande pour trier sa limpidité de ses ombres, gardant l'ombre pour ses souterrains et la limpidité pour ses spectateurs, il fut déclaré orgueilleux. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. André Chédid. Je ne cherche pas à me défaire de mes racines, mais à les accorder toutes, puisque, née en Orient, je vis à Paris depuis 28 ans. Je crois que le fond de l'homme est de la même terre, et qu'en deçà des différences, il y a une âme commune à l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que dans l'instant, on ne doive pas vivre ces différences. Regardez l'enfance. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours, te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant un chemin, singulier et magique, l'œil de ton enfance, qui détient à sa source l'univers des regards. La balançoire. Dès que je peux échapper à la surveillance de la gouvernante, à n'importe quelle heure du jour, je cours vers ma balançoire. Elle se trouve au fond du jardin de notre villa, située dans un quartier résidentiel du Caire. Fixée à quelques pas du mur de clôture qui nous sépare des rues environnantes, elle s'oriente vers le cœur de la cité et tourne le dos à la maison massive. Celle-ci est vaste, blafarde. Son porche ouvre sur une terrasse qui se termine par une dizaine de larges marches en marbre blanc donnant sur la pelouse. 3 balcons aux balustrades en maçonnerie ajourée restent toujours vides, fantomatiques, devant leurs volets mi-clos. La mienne n'est pas une balançoire suspendue entre 2 arbres, à de puissants cordages et qui peut librement voltiger jusqu'aux cimes. Avec son siège soutenu par de fortes tiges en bois accrochées à une barre de fer, elle a tout au contraire un air docile, apprivoisé. Fabriquée en usine, elle ressemble à une chambre dépourvue de parois. Sagement incluse dans un espace limité, maintenue dans une charpente aux solides traverses, elle paraît dénuée de fantaisie et d'élan. Pourtant, je me précipite vers elle avec ivresse comme vers une échappée. Même les lames vernies de son siège, écaillées par endroits et qui ont pâli sous l'opiniâtre soleil, m'attendrissent. J'y retrouve mon lieu, loin des murs de la maison, où je sens confusément se développer toute une histoire d'adulte faite de colère et de sous-entendus, une histoire dont je ne veux à aucun prix faire partie. J'échappe du même coup
à l'œil acéré de la gouvernante dont la vocation, me semble-t-il, est de me harnacher au solfège maussade ou à l'indigeste calcul. Installée sur le siège, je mets en branle le va-et-vient. Ce mouvement de bascule me hausse peu à peu au-dessus du sol, me laissant espérer qu'un jour je parviendrai si haut que j'apercevrai de mon fauteuil volant les rues avoisinantes, peut-être au loin la grouillante et mystérieuse cité. Cette cadence alternative est déjà un plaisir. Je me délecte de ce balancement, de ce tangage. Je savoure l'air qui, brassé par mes soins, surprend ma chevelure, fouette mon visage. De plus, je goûte à la solitude, une solitude vibrante, fertile, dont je fais l'utile apprentissage. C'est au cours de ce silence, de cet éloignement, que je prends graduellement conscience de l'étrangeté du destin et de celle de ma propre existence. Moi, c'est moi qui suis ici, me dis-je. Qui c'est, moi? Comment suis-je sur terre, en ce temps, en ce pays, et pourquoi? J'éprouve le sentiment magique, grâce à une infinité de hasards, d'être en possession d'un morceau de vie. J'en sais la précarité. J'ai appris que l'on meurt toujours et partout. Je suis à la fois éblouie et abasourdie par le privilège de vivre. J'aurais pu ne jamais être. Durant ces réflexions, mes jambes, mon buste agissent seuls. Ils me maintiennent à mi-air en de réjouissantes allées et venues. Je me sens fragile et si forte à la fois. Loin derrière, la maison s'agite. C'est la veille d'une grande réception. Pas de réponse à mon interrogation, ou du moins elle s'esquive comme me fuit la vision de ce qui se déroule de l'autre côté du mur d'enceinte. Je ne m'inquiète pas trop. J'ai la certitude, déjà, qu'il suffit de retenir, d'alimenter en soi la question et le désir pour que ceux-ci continuent d'exister et de frayer un chemin. Le gazon s'approche, s'éloigne. Les anneaux qui enserrent la barre grincent, le bois gémit. Mais ma balançoire ne me fera pas défaut, elle tiendra encore quelques années, me laissant le temps de grandir. Ce fut durant une matinée d'orage, si rare sur notre ville nichée dans le désert, que je conclus un pacte avec mes 11 ans. Les pluies s'abattent en trombes, éclairs et rafales m'exaltent. Je suis trempée jusqu'à l'os. Je m'imagine sur une mer démontée. J'active le flux et le reflux de la balançoire. En dépit de la tempête, de la houle, je tiens le cap. J'épouse mon âme avec ses turbulences, son essor. Le monde adulte chuchote à l'arrière tant ses masques, sa défiance et ses pièges. M'adressant à moi-même, je répète « Je te jure de ne jamais changer ». Je me lie ainsi pour toujours à mon enfance. Se projetant au-delà sans jamais quitter la terre, la balançoire étendra désormais son va-et-vient, sa liberté, sa fougue, ses espoirs, à travers les lieux et les années. La femme des longues patiences. Dans les sèves, dans sa fièvre, écartant ses voiles, craquant ses carapaces, glissant hors de ses peaux, la femme des longues patiences se met lentement au monde. Dans ses volcans, dans ses vergers, cherchant cadence et gravitation, étreignant sa chair la plus tendre, questionnant ses fibres les plus rabotées,
la femme des longues patiences, se donne lentement le jour. Je revenais des autres. Je revenais des autres, chaque fois guérie de moi, à l'abri d'un sourire, d'un geste qui donnait chant, des moissons d'une parole. Je quittais citernes et mirages du chagrin pour une sorte de bonheur. Le bonheur. Texte pour un poème. Le souffle court, nous ne marchons que par étapes. Le regard impatient, nous ne savons pas séjourner. Avancer, reprendre joie, défier l'obstacle, peut-être le vaincre, puis aller de nouveau, tels sont nos possibles. Aimons les rayons d'un soleil menacé, qu'il nous soit cher l'étang qui retient sa part de ciel. La poésie est un levier de liberté. Elle parle pour tous ceux qui sont étouffés. Elle permet de nous connaître dans notre nudité, dans ce que nous avons de plus profond. La poésie, c'est la réalité qui comprend l'existence et cette essence de vie qui frémit au fond de nous. Ce corps que tu habites, ces jours qui t'ont bâti, cette vie qui t'a conduit, ces peines qui t'ont mûri, ce passé qui t'a fait, ou bien qui t'a défait, ce toi qui s'enfonce dans la souche des années, ce corps qui fut demeure, cette vie qui fut dessein, ces heures qui te fabriquent et dont tu fus le lien, ce temps qui revendique et dont tu es le fruit, ce toi qui se dissipe en soleil ou en nuit. Pour mieux tenir debout, l'homme inventa la fable, se vêtit de légendes, peupla le ciel d'idoles, multiplia ses panthéons, cumula ses utopies. Se voulant éternel, il fixa son oreille sur la coquille du monde, à l'écoute d'une voix souterraine qui l'escorte, le guide et l'agrandit. Alors, de nuits en nuits et d'aubes en aubes, tantôt le jour s'éclaire, tantôt le jour moisit. Faiseur d'images, le souffle veille, de pesanteur, le corps fléchit. Extrait du Cœur demeure, qui sont des lettres à son mari, Louis-Antoine Chédid. Avant même d'avoir été confronté à un cadavre, grâce à l'Égypte, j'ai vécu la mort. D'abord dans un sentiment de révolte, de refus. Très vite, non plus comme un gouffre, une perdition, mais comme l'accomplissement naturel de toute existence, comme l'incontournable fraternité de tous les vivants. Ces dieux ensoleillés d'Égypte m'auront réconcilié avec le mystère. Ils m'auront naturellement appris à saluer nos aurores passagères, à célébrer l'écartement des rideaux sur la scène si brève de nos existences. Je n'en déplore pas moins ces arrachements à la vie, ces tueries millénaires auxquelles si pathétiquement, si cruellement, si stupidement ne cessent de contribuer les humains. Au bout de ce voyage, nos chemins se rejoignent et j'évoque une fois encore ces deux fleuves que nous avons tant aimés. Je repense à ces eaux tellement pétries de sens qui charrient aussi l'image de nos vies divergentes et complices, de nos vies dissemblables et accordées. Avec toi, je me glisse
en cette terre d'Égypte, si stable et si continue, mais non dénuée de déchirures, d'où nous venons tous les deux. Avec toi, je pénètre en cette ville de Paris, si fascinante et si rebelle, vers où nous portaient nos désirs. En leur réalité comme en leur mystère, l'une et l'autre, me semble-t-il, se sont gravées dans nos tempéraments faits à la fois de dissidence et de fortes retrouvailles, de différence et d'inusable harmonie. Ainsi va le corps à la poursuite de l'existence, de l'ailleurs et de l'autre, vers sa progressive dissolution. Ainsi demeure le cœur, fidèle à ses visages et à ses lieux privilégiés. Ainsi coulent le Nil et la Seine, lointains et proches. Ainsi s'écoulent nos vies, si diverses et si durablement reliées. L'escapade des saisons. Je t'aimais dans l'orage des sèves. Je t'aime sous l'ombrage des ans. Je t'aimais au jardin de l'aube. Je t'aime au déclin des jours. Je t'aimais dans l'impatience solaire. Je t'aime dans la clémence du soir. Je t'aimais dans l'éclair du verbe. Je t'aime dans l'estuaire des mots. Je t'aimais dans les foucades du printemps. Je t'aime dans l'escapade des saisons. Je t'aimais aux entrailles de la vie. Je t'aime au portail du temps. Mon père, mon enfant. Maintenant que j'ai dépassé ton âge, je pense souvent à toi, mon père, comme à un frère plus jeune. D'ici quelques années, je te verrai comme un fils. Un fils qui se serait longtemps absenté et dont l'image, calquée au fond de ma mémoire, n'aura pas été altérée par le temps. Pourtant, tu n'es ni mon frère ni mon fils. Tu es mon père. Je te reconnais aussi comme tel dans la même seconde, dans le même mouvement. Durant mon enfance égyptienne, l'existence des parents et celle des enfants étaient totalement dissociées. La disposition de nos chambres en des lieux opposés de la vaste maison, la présence d'une gouvernante dressant un perpétuel écran entre nous, nous maintenait en des mondes autonomes qui voisinaient sans se pénétrer, qui se frôlaient sans se rejoindre. Même nos repas n'étaient pas pris en commun. Le baiser au lit était rare. À ces heures-là, devant le miroir à 3 glaces de leur cabinet de toilette respectifs, mes parents se préparaient longuement, soigneusement à leur sortie. De 7 à 10 ans, je conserve de mon père le souvenir d'une haute et furtive silhouette dans des complets de couleurs sobres, de coupe impeccable, en gabardine, en tussor, en drap d'Italie. Quand il se penchait pour m'embrasser légèrement sur les joues, il se dégageait de toute sa personne une discrète odeur d'eau de Cologne Atkinson, dont il gardait toujours un flacon sur sa table de chevet. Il était fidèle à ses marques. Lotion Atkinson, cigarette Janaclis, whisky Johnny Walker, cravate de chez Charvet. Comme à son barbier, à ses amis, à son tailleur. Je me souviens que tu portais toujours la même moustache, que ta coupe de cheveux n'a jamais varié, que tu étais beau, que tu cultivais le silence, que tu avais des mains admirables. Ayant passé une partie de mon adolescence au Caire, en pension, puis dans des écoles à l'étranger, je t'ai à peine fréquenté. Toutes ces distances ont fait que je t'ai peu à peu perdu de vue. Le téléphone d'un continent à l'autre n'était pas encore pratiqué. Tu n'écrivais pas, tu ne faisais pas grand-chose, en somme, pour maintenir un lien entre nous. Un lien que, tout au contraire, ma mère, riche de fantaisie et d'élan, trouvait, malgré l'absence, 1000 façons d'alimenter.
Ta voix s'effaça, ton image devint floue. De ce manque, s'il y en avait un, je ne peux pas dire que j'ai souffert, ni que je t'en ai voulu. La vie m'a toujours offert de multiples raisons de la chérir. J'étais aussi naturellement éprise de la liberté des autres que de la mienne, attachée à leur indépendance, à leur intimité. Ce n'est que bien plus tard, en 1938, que nous avons partagé le même toit. J'avais 18 ans, je rentrais d'Europe. Tu étais divorcée depuis quelques années. Je te sentais inquiet d'avoir à assumer la responsabilité de cet enfant, la tienne, grandie au loin et devenue, sans que tu t'en fusses aperçu, une jeune femme. Tu te demandais sans doute comment ces rapports père-fille se pratiquaient et quelle conduite tu devais adopter. Les conventions sociales auxquelles tu ne prêtais en général guère attention, non par désir de marginalité, plutôt par goût d'une existence sans après, sans prétention, te commandaient cette fois de songer, pour moi, à un mariage proche et d'y veiller en premier lieu. Je devinais ton souci, ton embarras me fit sourire. Je t'abordais de face. Cela inaugura entre nous une communication franche et confiante, quoique toujours brève, et te fit comprendre que je prendrais mon destin en main, quoi qu'il arrivât, à commencer surtout par le choix d'un amour. Je ne prononçais ni le mot de mari, ni celui d'époux. Je n'étais guère pressée, et j'avais sur le mariage des vues personnelles et peu orthodoxes. Mes déclarations te soulagèrent. Les préjugés des autres s'effondrèrent devant mes options que tu devinais inébranlables. À partir de cet instant, il s'installa entre nous un climat de bonne foi, de complicité tacite, sur lequel tu n'es jamais revenu. J'avais le champ libre. Nous savions, l'un et l'autre, que je n'en abuserais pas. J'appris à t'estimer, plus important, à t'aimer. Rien dans nos préférences, nos perspectives, nos projets ne nous rapprochait, mais j'appréciais ta réserve, ta simplicité, si opposée au fatras, à l'ostentation de ton milieu. Ton existence était radicalement différente de celle des premières années de ton mariage, qui t'avait entraîné dans un tourbillon de fastes et de fêtes ne te ressemblant pas. Loin des quartiers résidentiels élevés en bordure du Nil, tu avais choisi de vivre dans un modeste immeuble que tu possédais en pleine cité. Au 9e et 10e étage, tu habitais un duplex de 4 pièces que nous partagions désormais. Tu dînais tous les soirs à un club de jeux, tu évitais de déjeuner à la maison sans compagnie. Tes succès féminins, je l'ai appris plus tard, étaient nombreux. Ton physique de bel homme, allié à tant de calme et de modestie, devait t'en séduire plus d'une, mais tu t'en tenais, je crois, à une liaison plaisante et secrète, à des laps de temps qui n'affleuraient pas dans nos existences communes. Je n'ai jamais été témoin d'une rencontre, jamais surpris un coup de fil. Tu prenais soin de ta personne, comme jadis. Non par vanité, mais singulièrement par désir de passer inaperçu, ne laissant rien clocher, ne te faisant remarquer par aucun détail notable. Rasé de près, la moustache bien taillée, il n'y avait jamais de tache à tes vêtements, jamais un pli malencontreux à ton costume ou à ta chemise en soie, couleur ivoire, marquée à ton chiffre. Tu arborais souvent un sourire d'une douceur extrême, la bouche un peu de côté. Tu savais écouter sans interrompre, mais écoutais-tu vraiment ? 22 ans seulement nous séparaient, mon père, mais était-ce l'époque ? Tu paraissais bien plus que tes 40 ans. Je me le dis en regardant tes photos, surtout maintenant que les distances sont presque inversées. Tu me parlais déjà de ton âge avec du recul. Tu répétais une phrase qui ne me semblait pas insolite auparavant, mais qui me paraît extravagante aujourd'hui. Maintenant que la vie est derrière moi et que la tienne commence. J'avais entrepris des études universitaires que tu jugeais sans doute inutiles, mais jamais tu n'essayas de m'en dissuader.
J'aimais à la folie la danse, le théâtre. Mal à l'aise en société, j'évoluais sur les planches avec agilité et bonheur. Tu n'es jamais venu à ces spectacles. D'ailleurs, je ne t'y conviais pas. J'appris ainsi qu'on peut s'aimer sans tout partager, qu'on peut être proche et solidaire en évitant ingérence et indiscrétion. 4 ans après mon retour, je me suis mariée. Tu t'es d'accord ? D'accord aussi sur notre désir de réduire les solennités en usage, cérémonies et réceptions. Je portais un tailleur blanc, mon amour un complet marine. Nous n'avions invité que les plus proches. J'éprouvais une sourde rébellion envers une église que je jugeais étroite et conformiste, envers une société que je tenais pour inconsciente et vaniteuse. Toi, tu ne jugeais pas. Insensible aux honneurs, aux clinquants, ton caractère te portait spontanément vers la simplicité. Tu étais affable, sans s'imagrer, à l'écart, sans critique. À 48 ans, tu fus terrassé par une première attaque, un premier infarctus. Tu t'en es tiré, mais marqué et vieilli, les tempes blanchies. Le côté gauche de ta figure paralysée, l'arcade sourcilière enfoncée, l'orbite rétrécie, le maxillaire affaissé. Ton sourire incliné que j'aimais tant était pris, figé dans la glace de tes muscles faciaux, un sourire douloureusement épinglé sur une bouche oblique. Ton dos s'était légèrement ployé, d'autant quelques centimètres. Tu continuais tout de même de garder ta haute stature. Tu marchais en t'aidant d'une canne. Tu mis immédiatement de la coquetterie à en choisir le bois, l'épaisseur, la poignée. Je te revois, mon père, mon frère, mon enfant, tandis que tu avances à petits pas, cherchant à minimiser ton affaiblissement, à réduire notre chagrin. Ali, le valet cuisinier, dans sa longue robe blanche, qui s'occupe depuis 10 ans de tes repas, de ton habillement, t'aide à te vêtir, à te dévêtir. Il maintient aussi en parfait état ton linge et tes costumes, car tu veilles toujours avec un soin extrême à ton apparence. Selon les recommandations du médecin, tu prends l'air chaque après-midi. Tu te laisses conduire par Latif, le chauffeur, à qui tu ne cédais jamais le volant avant ta maladie. Chargé uniquement de la maintenance de la voiture et de trouver où la garer, déjà un problème dans cette cité, pourtant beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui, il te surveille dans son rétroviseur, tout étonné de se trouver à ta place. Je t'accompagne souvent dans ces randonnées, le long de la corniche du Nil ou sur le boulevard qui mène aux pyramides. Nous ne mentionnons pas ton état de santé. Tu ne le souhaites pas. Je te prends la main, nous parlons peu. Sauf parfois de cette Égypte que tu chéris et qui vient miraculeusement, nous sommes en 1946, d'échapper à la guerre. Une oasis, répètes-tu, une oasis. En juin 1948, mon père est mort. Il venait d'atteindre la 50aine. Plus tard, à travers ma propre histoire, mêlée à des bribes de notre passé commun, il m'arrive de m'interroger sur ta personnalité. Tu étais beau, fortuné, on te chérissait. D'où te venait alors ce peu d'assurance qui ne m'est pas totalement étranger? Je ne te connaissais aucun véritable sentiment religieux, aucune philosophie. D'où tirais-tu cet effacement, je dirais presque cette humilité? Parfois, nous nous prenons la main, toi et moi, et nous déambulons dans les rues grouillantes du Caire. Ou bien, à Paris, l'été, nous nous attablons à l'un de tes cafés favoris, du côté de l'Opéra. Ensemble, nous regardons les gens passer. Ou bien, ayant choisi des voies divergentes, nous finissons toujours par nous retrouver, comme au bout de tous les chemins terrestres, au même point de non-retour. Je te questionne. Qu'as-tu fait de ta vie? Te plaisait-elle? De quel manque souffrais-tu? De quel tourment? De quelle soif? Tu as l'air de me répondre que je t'invente,
que tu ne te sentais ni malheureux ni spolié. Du même coup, je me rappelle avec précision ce scintillement malicieux et tenace tout au fond de tes yeux verts. Ton fantôme se dissipe chaque fois avec facilité. Il ne frappe pas aux portes, il n'exige pas de revenir. Comme jadis, tu ne veux ni peser sur mon existence, ni la marquer d'une empreinte indélébile. Tu la laisses à elle-même, tu t'éclipses sans regret. Ma vie est derrière moi, c'est la tienne qui commence. C'est ainsi, il est vrai, comme si par moments un même sang alimentait nos veines, que j'envisage aujourd'hui le passage de ma vie vers ceux qui suivent et qui suivront. Ai-je assez parlé de ton regard taquin, une espièglerie voilée, mais pourtant bien là, enracinée dans l'âme, que je retrouve plus apparente, plus déclarée dans les yeux noirs de mon fils. J'en aperçois même le pétillement dans l'œil des fils de mon fils, familiers déjà, eux aussi, des ressources du silence et de la vie. L'oubli. Il y a un grand trou noir au fond de mon jardin, où je jette les pierres qui encombrent ma route. Il y a un grand trou noir au creux de ma mémoire, où se jettent les visages à qui j'avais juré rempart contre l'oubli. Il y a un grand trou noir dans la tête du monde, où je m'engloutirai. Moi, tout baigné de vie, avec mon sang et mes cheveux, avec mes pas qui résonnent, avec ma grande tourmente d'homme. Il y a un grand trou noir dans la tête du monde où je m'engloutirai. La moisson traversée. Garde les yeux ouverts sur la moisson traversée. Recule les frontières de ton jardin. Laisse les eaux se perdre et les cœurs s'absenter. Si les jours égrènent ce qui sépare, il te reste ce qui est. Terre chaleureuse. Moi, altéré de vie, enfant des impatiences, je chanterai les noces de l'ombre et de l'ardent. Avec mon peu de souffle, jusqu'au temps sans lisière, je tiendrai promesse envers l'unique mort. Au chemin divisé, l'horizon est le même. Nos jours furent ce miracle pareil aux moissons. Songe à l'oiseau délié en nos arbres meurtris. Nous avons eu l'herbe et l'eau du seul amour. Songe à l'espérance, sa tige doublée de terre. Songe au cœur dénoué par la voix de l'ami. Un champ raidi prête naissance au pavot, et le grain fut, chaque fois, le contraire de la nuit. Mon amertume se noie, si légère est sa trame, si vaste est l'univers où tout s'accomplira. Oui, je te chante, ô mort, jusqu'à l'ultime absence, gardienne de l'inconnu, douce prairie des errants. Je chante, car ici-bas, l'épi échappe aux cendres, la parole délivre, l'asile trouve sa raison. Un soir, je m'en irai loin des terres chaleureuses, le masque couleur d'aube sur ma face de vivant. Un soir, je m'en irai, ayant pour seule peine
de quitter tout amour enlacé aux saisons. Ô mort, tu me viendras, et je le veux ainsi. Le compagnon de la dernière heure, à mon père. La parole écrite est fidèle. Plus que la pensée ou la vie qui se reforment autour d'une mort comme les lacs sur la pierre. Et ta mort, cette mort qui t'a pris ce matin pour faire de toi une chose dure, ramassée et si blanche, il faut qu'elle reste en moi, béante comme un trou. Tu es là, cerné. Et l'ombre, qui connaît sa victoire, est là, elle aussi. Elle joue son rôle et te laisse jouer le tien, te donnant à croire que tu es son égal, que tu as une chance de t'en tirer si tu luttes. Alors, malgré ton cœur qui se confine, tes yeux qui s'aveuglent, ton visage qui se retire, tu entres dans la bataille. Ton souffle se reconstruit, se déploie, envahit la chambre, ton souffle de vivant, le familier de ces murs. Il y a du bruit, de l'inquiétude autour de toi. Les voix te parviennent comme à travers des couches d'ouate. Il y a des larmes et des yeux qui guettent. Tout cela, tu le sens, mais tu veux l'ignorer. Faire le vide. N'être plus que ce moteur qui tourne, qu'il faut continuer à faire tourner. Te voilà en travail autour de ce souffle et confiant. Derrière toi, dans son masque de comédie, la mort porte le sourire. Car dans ce débat, c'est elle l'effacée, elle qui n'ose s'imposer, elle qu'on rejette de la pensée et dont on ignore la face. Tandis que toi, avec tes yeux, tes poings, ta poitrine, tes épaules de lutteur, ta bataille qui résonne, c'est toi le solide, le fort, celui pour qui parierait un enfant. Mon assiégé, qui semble ne te soucier que de ton corps, je crains qu'il n'y ait au centre de toi une île d'angoisse et de solitude, une île où tu te retrouves sans recours, comme un cri dans le désert, un oiseau dans la paume ou le cœur d'un mendiant. Et moi, ton compagnon, je ne peux te rejoindre. Je fais partie de ta bataille avec mon sang et le battement de mes tempes, et je ne sais comment te le faire savoir. Je suis ton compagnon et la force de mon amour. La force d'un amour humain n'est-elle plus que cette faillite au seuil de ton corps dressé comme une porte de prison? Je suis sur l'autre rive, celle qui est à ma mesure. Toi, tu as déjà d'autres dimensions. Et côte à côte, nous voilà aussi étrangers que l'herbe et que la pierre. La mort te pend au bout des lèvres. À ta pâleur, tu as ajouté un grand air de brutalité. Et ma main inutile s'accroche à ton poignet où tu vis encore, mais si mal. Ta poitrine s'est tue. C'est ton premier silence. Il ressemble à la paix, mais il est ta défaite. Et ce repos, frère de la mort, ton visage, lassé d'acuité, y prend goût. Une tempête de saccades te prend membre après membre. Raidi comme l'arc, tu te rejettes dans le calme, sans mots. Maintenant, tu es une chose. Ton corps, c'est de la pierre. Tes mains sont de l'écorce et tes jambes sont deux pieux. À te regarder, il naît en moi une caverne où se figent les larmes. Tu es blanc, blanc comme les linges et comme les neiges qui s'obstinent. Blanc, blanc et mort comme tout ce que je hais.
Tes épaules sont trop dures pour mes bras de vivant. Ma tendresse grince comme un couteau de glace. Cette mort, cette vie, les voilà. Il y aura beaucoup de monde et des paroles. Il y aura 4 cierges et des roses qui se faneront. Il y aura des pleurs, des regrets et dans un cadre, ton sourire. Il y aura des religieuses avec des prières. Que peut leur faire un mort parmi les morts? Il y aura ta nuit dans une nuit tiède où les rideaux se soulèveront agités par un vent nerveux. Il y aura moi, en vertige, déjà attaché à ton visage qui s'adoucit et te redécouvre. Il y aura une cérémonie, des gestes et encore des mots qui ne veulent plus rien dire. Il y aura ceux auxquels cette mort nouvelle n'aura rien appris et qui repartent toujours sans blessure. Et toi, dans ton cercueil de bois. Le soleil, les rires d'enfants auront disparu quand le couvercle s'abattra, ma grande figure de pierre, ma blanche figure de pierre, ma chère figure qu'on emporte. On t'abandonnera, seul avec les autres morts. Eux savent ce qu'est la mort. Mais toi, qui étais hier encore l'un d'entre nous, comment vas-tu passer cette nuit où je me sépare de toi, où finit ton histoire, où je repars vers la ville. Il y a des matins. Il y a des matins en ruine où les mots trébuchent, où les clés se dérobent, où le chagrin voudrait s'afficher. Des jours où l'on se suspendrait au cou du premier passant, pour le pain d'une parole, pour le son d'un baiser. Des soirs où le cœur s'ensable, où l'espoir se verrouille, face aux barrières d'un regard. Des nuits où le rêve bute contre les murailles de l'ombre, des heures où les terrasses sont toutes hors de portée. Mort au ralenti. La jeune femme sentit dans le dos le point d'impact de la balle, un mal cuisant, aigu, bref. Elle continua sa marche comme si de rien ne s'était passé. Mais l'illusion ne dura pas. Autour, les arbres déracinés, la chaussée défoncée, les rectangles béants et carbonisés des immeubles prouvaient clairement que les combats avaient été rudes et la trêve une fois de plus précaire. M venait d'être atteinte d'une subite rafale dont elle n'était pas la cible. Sa plaie était bien réelle. Elle ne voulait pas en savoir plus. La douleur l'avait lâchée. Ce qui comptait, à présent, au-delà de sa vie, c'était d'arriver à l'endroit où elle était attendue. À 15 minutes à pied d'ici, devant cette tête de pont, à l'angle du parapet. La clarté de midi illuminait crûment autour d'elle le périmètre déserté, faisait flamber son visage, enserrait son corps de 30 ans. Il avancerait, ce corps. Elle l'y forcerait, elle lui tiendrait tête, elle le pousserait à franchir le quart d'heure qui la séparait de sa rencontre. Elle emprunterait des raccourcis plus périlleux que cette rue qui descend en ligne droite jusqu'au fleuve. Plus loin, la rue Tanga, grisailla. D'un seul coup, l'air semblait s'épaissir, le ciel se couvrir de plaques de plâtre. Une lenteur infinie s'empara des gestes de M. Ses sensations faiblissaient. Seul le désir pressant d'arriver en vue du pont la lancinait encore. Elle résista à l'écroulement. Étendant droit devant elle ses bras, ses mains, elle espérait qu'en retour ceux-ci tireraient en avant son buste qui s'alourdissait, ses jambes bourrées d'ouates.
L'angoisse de ne pas arriver à temps la creusait plus durement que le trou de la balle. Comment définir les frontières de ce pays? Pourquoi le nommer ou nommer cette femme? Tant de lieux, tant de victimes subissent le même sort. Dans la boue des rizières, sur l'asphalte des cités, dans la torpeur des sables, serrés dans la foule que l'on frappe et décime, ou expirant dans la solitude, les massacrés, les réfugiés, fusillés, suppliciés de tous les continents convergent vers cette rue, vers cette personne, vers M, soudain unique, cette vivante, blessée à mort. Violence se chevauchant, horreur recouvrant l'horreur, visage en sang, visage exsangue, hémorragie d'hommes, de femmes, d'enfants. Qu'importe l'emplacement, partout l'humanité est en cause et ce cortège n'a pas de fin. Dans chaque corps atteint, tous les corps gémissent, tous les corps sombres, rejetés par les forces aveugles dans le même abîme. M a trop présumé de ses forces. Cherchant du secours autour d'elle, ses yeux ne rencontrent rien. Elle se traîne jusqu'au mur, ses mains tâtonnent, s'y frottent, s'accrochent aux aspérités. Elle se bat encore, elle lutte, secouant sa tête, étirant sa poitrine vers le haut, mais ses genoux amollis cèdent, fléchissent, l'entraînant vers le sol. M crie, mais sa voix s'enroule, s'empêtre dans sa gorge, n'enfièvre que ses tempes, s'amenuise en un murmure qui frôle à peine ses lèvres et puis s'éteint. Pour la seconde fois, une douleur violente la transperce de part en part. Un flux tiède s'écoule entre ses omoplates, engluant son chemisier. À présent, la jeune femme décide de ne plus s'opposer à son corps, mais plutôt de l'accompagner. Évitant les soubresauts, elle escorte sa chair, ses remous, sa rotation. Elle ne contrarie plus ses ballottements de tête ni ses balancements de bras. Ceux-ci s'élèvent, battent l'air, cherchant appui. Ménageant son souffle, dans l'espoir de survivre jusqu'à l'arrivée d'un passant à qui elle confierait le message, M se laisse manœuvrer par son corps sans se perdre de vue. M épouse ses mouvements, se tourne, se retourne, se courbe, pivote lentement, très lentement, comme au cinéma durant ses séquences au ralenti. Elle s'abandonne à l'attraction du sol, à la pesante chute, jusqu'à atteindre graduellement le trottoir où elle se retrouve couchée dans la posture du fœtus. Joue contre la terre, œil aux aguets, la jeune femme se cramponne aux dernières lueurs de sa conscience, s'alarme du temps qui passe, s'angoisse de la soudaine disparition du soleil derrière un nuage. Mais l'astre joueur a déjà reparu, elle en éprouve un réel soulagement. Non loin, une fenêtre s'était mise à grincer. Une odeur de café se répandit tout autour d'elle. M chasse les souvenirs qui affluent par vagues. Elle ne veut plus être que ce présent, que cette parcelle de futur qu'elle cherche encore à sauver. Usant de précautions infinies, elle parvient à extirper de sa poche une photographie en couleur de format carte postale avec un bout de crayon. Au revers, à la suite d'une missive, elle griffonne péniblement 2 mots. Sa fin, elle le sait, est proche, si proche, tandis que vivre s'offrait encore. La mort surplombe ce minuscule territoire qu'elle occupe et qui, de minute en minute, se rétrécit. Elle repense aux Milan qui planaient jadis, entre ses larges ailes brunâtres, au-dessus d'un quartier du Caire, sa chaude cité natale, avant de plonger vers sa proie. Subitement, le rapace fonçait souverainement sur le morceau de viande qu'elle venait de poser au bord du balcon.
À présent, ici, sur sa gauche, à quelques mètres devant elle, une porte cochère vient de s'ouvrir. Avant de s'aventurer dans la rue, un couple âgé observe les toits où se nichent souvent des francs-tireurs. Tous deux quittent définitivement ce quartier dangereux. L'homme porte une valise grossièrement ficelée. À peine dehors, sur le seuil, les vieux se tendent et se prennent la main. M les boit des yeux. M se réfugie entre leurs deux paumes si tendrement jointes. Comme la vieille, elle pose sa tête sur l'épaule de son compagnon et partage sur les cheveux le même baiser. Du fond de son silence, M crie désespérément vers eux. Elle cherche en vain à bouger, à attirer leur attention. Pourquoi s'est-elle revêtue de cette robe grise qui se confond à la pierraille ? C'est la robe jaune qu'elle aurait dû mettre pour courir, heureuse et confiante, vers son rendez-vous d'amour. Les vieux se parlent à voix basse. Puis, sans la remarquer, ils se mettent en marche, s'éloignent dans la direction opposée. Tout en avançant, la vieille se retourne une dernière fois vers son logis abandonné. « Quand tout cela sera terminé, nous reviendrons, » dit l'homme. Elle n'y croit pas, elle n'y croit plus. Subitement, elle vient d'apercevoir, pelotonnée sur le trottoir, une forme qui remue. « Regarde, là-bas !» En hâte, ils rebroussent chemin. Soutenus l'un par l'autre, ils reviennent sur leurs pas, traversent la chaussée aussi vite que leurs jambes le leur permettent. Le vieil homme s'agenouille, examine la blessée. Il comprend que c'est grave, fatal. À bout de révolte, à bout de « pourquoi ?» Ses yeux s'emplissent de colère et de larmes, tandis que la femme, debout, hurle, frappe aux portes, cherche à ameuter les voisins. Pas de réponse. La plupart des immeubles se sont vidés. Leurs habitants ont fui vers la montagne. Après les coups de feu sporadiques, craignant que les combats ne reprennent, le reste de la population se terre au fond des abris. Dans un effort inouï, M soulève sa main, leur tend au bout de ses doigts qui tremblent la carte photo. Le vieux la saisit, la regarde, la retourne, essaie de déchiffrer le message à l'encre brune. « Je vois mal, je n'y arrive pas. Toi, lis. » La vieille tire de l'étui pendu autour de son cou ses lunettes cerclées d'argent, les chausse et se met à lire à haute voix. Le visage de M paraît se détendre. Elle entend « J'y cours. Seule ? Tu vois bien qu'on ne peut pas la laisser. » L'homme acquiesce. Il suit sa femme des yeux tandis que, serrant les coudes, trottant de toutes ses jambes, elle remonte la chaussée, exposée aux mauvais coups. Son époux la protège du regard alors qu'elle rapetisse à vue d'œil. Il la retrouve fougueuse, vivace comme avant. Il la revoit à l'âge de la jeune mourante. Ce jour lointain, pour la rejoindre de l'autre côté du boulevard, elle s'est élancée dans la cohue. Elle a couru vers lui, défiant tous les dangers, grandissant, toréant entre les voitures, les joues en feu, les cheveux fous, téméraire comme toujours. À quelques 500 mètres de distance, appuyé contre le parapet du pont, le jeune homme s'est lassé d'attendre. L'avant-veille, il avait découvert l'adresse de M. Il savait que son message et sa photo lui étaient parvenus. Depuis quelques jours, la ville semblait s'apaiser. La trêve durait plus longtemps que de coutume. M était la ponctualité même. Si elle n'était pas venue, c'était qu'elle ne le voulait pas. L'attente avait trop duré. L'espoir avait disparu. À cause du chandail bleu roi, le même qu'il portait sur la photo, la vieille le reconnut de loin. Agitant la carte à bout de bras, elle tenta de lui faire signe et d'appeler dans sa direction. Mais un autocar bondé klaxonna derrière elle d'une façon si stridente qu'elle se rua sur le trottoir pour le laisser passer. Le mastodonte l'effleura et continua sa route en klaxonnant de plus belle et en cahotant. Elle vit alors le jeune homme s'agripper à un bras tendu hors de l'énorme machine, puis se hisser sur le marchepied avant de disparaître à l'intérieur. Elle hurla en vain. Les vrombissements de l'autobus étouffaient ses appels. En
quelques secondes, l'autocar s'évanouit derrière des nuages de poussière soulevés par des pneus géants. Anéantie, la vieille s'adossa au parapet. Elle laissa passer quelques minutes pour retrouver son souffle, puis elle relut la missive. À chaque mot, un lambeau de sa propre jeunesse lui était arraché. Frissonnant à l'idée que celui qui s'en allait, sans avoir rien su, aurait pu être son propre compagnon, elle n'eut plus qu'une idée, rejoindre ce dernier au plus tôt, avant qu'il ne leur arrivât malheur. Au pas de course, elle reprit le chemin à rebours, marmonnant les paroles inscrites au revers de la photo qu'elle avait, sans le savoir, apprises par cœur. La destruction, l'horreur, la haine ont pris dans notre contrée tous les masques. En qui, en quoi croire désormais ? Depuis que je côtoie la mort, tout me semble vain, absurde, en dehors de l'amour véritable. Plus rien n'existe désormais pour moi. Nous nous aimons, M. Quoi qu'il ait pu se passer, ne restons plus éloignés l'un de l'autre. Je t'attendrai après-demain, à 12h15, à l'angle du Grand Pont, comme au premier rendez-vous, 6 ans déjà. Un ami te portera ce mot, je m'assurerai qu'il te soit parvenu. Je mettrai le pullover bleu que tu m'as offert, celui de cette photographie. Tu m'apercevras de loin. Si tu ne venais pas au bout d'une heure, je comprendrais que tout est définitivement rompu. Tout en bas, la jeune femme avait inscrit en signe tremblant sa réponse. Je venais. La vieille s'agenouilla auprès du vieil époux, passa son bras autour de ses épaules, relata l'entrevue manquée, ajouta « Un jour, nous le retrouverons, il faut qu'il sache. » À son tour, en chuchotant, l'homme raconta qu'une passante était partie à la recherche d'une ambulance, mais il savait depuis le début qu'il n'y avait aucun espoir de sauver la jeune femme. Celle-ci ne bougeait plus et respirait à peine. La vieille se pencha, balaya de son haleine tiède la joue blafarde, frôla la tempe de ses lèvres. Ensuite, avec précaution, elle écarta les cheveux, dégagea l'oreille, prenant soin de chaque syllabe, elle y déversa lentement un mot après l'autre. Il t'attendait, à l'angle du Grand Pont. Je l'ai vu, petite. Il portait le chandail bleu de ta photo. Je l'ai tout de suite reconnu. Nous nous sommes parlé. Le soupir, le sourire de M l'aidèrent à poursuivre. Il est en route. Il arrive. Tournée vers son époux, elle croisa son regard complice. Celui-ci prit le relais. Il est au bout de la rue. Il descend vers nous. La vieille reprit en écho. Il est là, il arrive. Il approche, il vient. Le voilà. Leurs voix se soutiennent, s'entrelacent. Des ondes de paix parcourent les veines de la jeune femme. Une vague de bonheur déferle sur ses traits. De sa poitrine monte un souffle plus profond que celui des mers. Joie et douleur s'emparent du vieux couple. L'absurdité et le sens des choses s'entrechoquent dans leur tête, dans leur cœur. Leurs mains se cherchent, se réunissent pour n'en former qu'une seule. Une seule main qui vient se poser comme une chape de tendresse autour de la jeune main immobile. Celle-ci ne s'était pas encore tout à fait refroidie. Pour survivre. Tu auras pour survivre des collines de tendresse, les barques d'un ailleurs, le delta de l'amour. Tu auras pour survivre le soleil d'une paume, le tyran d'une parole, l'eau du jour à jour. Tu dresseras
pour survivre, des brasiers, des terrasses. Tu nommeras la feuille qui anime le rocher. Tu chanteras les hommes, transpercés du même souffle, qui accomplissent leurs songes face à l'éclat mortel. Saison des hommes. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison et que nos cœurs, chaque fois, refusent l'ultime naufrage, que demain puisse compter quand tout est abandon, que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. Je m'émerveille du rêve qui sonde l'avenir, des soifs que rien ne désaltère, que nous soyons chasseurs et gibiers à la fois, gladiateurs d'infini et captifs d'un mirage. Les dés étant formels et la mort souveraine, je m'émerveille de croire en notre saison. Jeunesse. Jeunesse qui t'élance dans le fatras des mondes, ne te défais pas à chaque ombre, ne te courbe pas sous chaque fardeau. Que tes larmes irriguent plutôt qu'elles ne te rongent. Garde-toi des mots qui se dégradent, garde-toi du feu qui pâlit. Ne laisse pas découdre tes songes, ni réduire ton regard. Jeunesse, entends-moi, tu ne rêves pas en vain.